Oscar Pistorius a été des années durant la figure de proue des Jeux paralympiques pour ses performances incroyables aux Jeux paralympiques, mais aussi et surtout pour sa participation en 2012 aux Jeux olympiques des Valides à Londres. Cette participation a suscité des débats parce qu'il a participé avec des lames en fibre de carbone, donc des prothèses de jambes en forme de C ou de S, ça dépend des prothèses, mais qui fonctionnent un peu comme des ressorts, et on accusait ces prothèses très légères et extrêmement technologiques, enfin extrêmement techniques en tout cas, de constituer un avantage pour lui. Alors, les Jeux paralympiques sont apparus en 1988 à Séoul, dans la lignée des Jeux de Stoke-Mandeville pour les anciens pour les militaires américains à la retraite, amputés ou en fauteuil. Dans les Jeux paralympiques, on va retrouver deux types de prothèses. Des prothèses qu'on peut définir comme des instruments techniques qui permettent de compenser une fonction perdue ou compromise du corps. On va retrouver donc les lames dont on a parlé, en fibre de carbone essentiellement, et puis les fauteuils roulants. Les fauteuils roulants, on va les retrouver dans des sports de raquettes, badminton, tennis. On va aussi les retrouver dans des sports d'équipe, comme le basket fauteuil. Et puis finalement, on peut aussi en retrouver dans des sports, dans la course de fauteuil. Donc là, avec des fauteuils de course un peu spéciaux, avec 3 roues, qui vont plus vite que des athlètes, que les meilleurs sprinteurs du monde. Donc en cela, ils constituent un avantage. Si on regarde le nombre d'épreuves aux Jeux paralympiques avec des prothèses, on va retrouver environ 60 épreuves avec des prothèses de course, environ 160 avec des fauteuils, sur 550 épreuves à Paris en 2024. Donc les prothèses, les instruments techniques dans le sport paralympique sont minoritaires, et donc il s'agira aussi de savoir pourquoi est-ce qu'il y a si peu de machines alors qu'elles pourraient représenter un atout pour surmonter un handicap. Mais d'abord, on pourrait s'intéresser au rapport entre le corps de l'athlète et sa prothèse. Pour ça, on peut déjà regarder si la prothèse appartient au corps de l'athlète. Alors d'un point de vue ontologique, physique, on pourrait dire, la prothèse est strictement extérieure à l'individu, en tout cas dans le sport paralympique. Lorsqu'Oscar Pistorius a terminé sa séance, il change sa lame pour une prothèse avec 2 articulations en plus, une au niveau du genou, une au niveau de la cheville, et donc avec une autre prothèse qui ressemble beaucoup plus au mouvement que peut avoir le corps de l'athlète, le corps d'une personne dans la vie de tous les jours. Donc d'un point de vue physique, elles sont strictement séparées. Maintenant, du point de vue de la perception qu'a l'athlète de sa prothèse, elle apparaît à son esprit comme appartenant à son corps, ou plutôt elle n'apparaît pas, elle est incorporée fonctionnellement au sens de Merleau-Ponty, c'est-à-dire que l'instrument technique fait partie intégrante du rapport au monde de l'athlète. L'athlète vit le monde à travers sa prothèse, tout comme une personne âgée peut vivre le monde en partie à travers sa canne, ou que Pogačar vit la montée de la côte à travers son vélo. Donc d'un point de vue phénoménologique, la prothèse est intégrée au corps de l'athlète, et en ça elle forme une forme de système qu'on n'aura pas le temps forcément d'analyser, mais parfois presque un cyborg avec sa machine. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le vélo et les prothèses dont on a parlé? Alors, la différence essentielle entre le vélo qui roule et des fauteuils roulants qui roulent aussi, ça va être le caractère amélioratif par rapport du corps, ou alors seulement compensatoire. Le vélo crée une fonction totalement nouvelle qui n'existe pas dans le corps naturel, alors que la prothèse sert avant tout à compenser une fonction perdue ou compromise, comme on l'a dit. Si on définit les machines comme des instruments techniques d'amélioration de la productivité humaine, eh bien, le vélo est une machine. Alors que l'objectif de la prothèse n'est pas en soi une machine, à part donc, dans certains cas, avec notamment donc, les fauteuils de course qui améliorent la performance. On pourrait ajouter une petite nuance en disant que si on prend en compte le corps de l'athlète en ce qu'il est physiquement, la prothèse améliore bien un corps qu'on considère comme handicapé, mais qui est ce qu'il est. Donc en soi, toute prothèse constitue un peu une machine, mais on laissera ce point de côté en considérant le corps de l'athlète comme
le corps comme par rapport à un modèle qui est celui du corps valide. Donc on a une forme, si on prend la prothèse pure comme étant un instrument technique qui mime le fonctionnement du corps, on a une sorte de continuum entre une prothèse pure comme pourrait l'être dans nos imaginaires une prothèse biotechnologique qui mimerait à la perfection tous les fonctionnements du corps et qui n'existe pas forcément aujourd'hui, en passant par les lames et les fauteuils jusqu'au vélo qui lui est une machine puisqu'il crée une fonction totalement nouvelle. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une incompatibilité, au moins partielle, entre la prothèse et le sport ? Au premier abord, il peut sembler qu'il y a un problème puisque une partie de l'effort est fournie par un instrument technique externe au corps, parce qu'elle peut présenter des problèmes, notamment d'équité, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que déjà les prothèses constituent un avantage ? Alors on a vu que c'est le cas pour les fauteuils de course. Un sprinter, quel que soit son niveau, ne battra jamais les champions en fauteuil de course, puisqu'il y a moins de frottement. Lorsque le pied touche le sol, pendant qu'on court, une grande partie de l'énergie est perdue, alors que quand on roule, les frottements sont beaucoup moins importants, et donc les fauteuils de course vont plus vite. Maintenant, pour ce qui est des lames, on pourrait penser qu'elles améliorent le corps de l'individu, sa performance en tout cas, puisqu'elles sont plus légères, elles fonctionnent comme des ressorts. Pourtant, plusieurs choses nous amènent à penser qu'elles n'en constituent pas, et c'est pour ça qu'Oscar Pistorius a pu participer aux Jeux de 2012. La première raison, c'est parce que l'avantage fourni par le fait que la prothèse soit légère est compensé par le fait que l'énergie fournie par le mollet n'est plus présente, et donc cette énergie doit être compensée par le reste du corps. Ensuite, parce qu'il y a des réglementations dans le sport, paralympique comme dans tout sport, et les réglementations pour ce qui est des prothèses demandent à ce qu'elles ne puissent pas renvoyer plus d'énergie qu'une jambe valide. Ainsi, la prothèse d'Oscar Pistorius ne constitue pas un avantage. Maintenant, un deuxième problème se présente, c'est celui de l'effort. Pour ce qui est, donc, est-ce que les prothèses diminueraient l'effort et donc diminueraient en quelque sorte la sportivité des Jeux paralympiques avec prothèse ? Peut-être parce que certains muscles sont absents, donc l'effort total pourrait être diminué. Peut-être, mais en même temps, il y a des chances que ce ne soit pas le cas, puisque dans un cadre compétitif, les athlètes font de leur mieux pour décrocher une médaille, et donc fournissent l'effort maximal pour le remporter. Donc il n'y a pas forcément de perte d'effort, et même s'il y avait une perte d'effort, cela ne constitue pas forcément une absence d'effort ou une absence de sportivité. En prenant un cas un peu caricatural, le sport automobile. Dans le sport automobile, quasiment toute l'énergie est fournie par la machine, avec l'essence, le moteur qui fournit toute l'énergie. Pourtant, pour tourner dans un virage à 4 ou 5 G, donc avec une accélération extrêmement forte, le corps de l'athlète et son volant s'alourdissent de 4 à 5 fois, ce qui fait qu'il faut une bonne forme physique pour pouvoir tourner un volant à une telle vitesse. Donc, même quand les machines sont extrêmement présentes, ce n'est pas pour ça que l'effort est absent. Et puis même, dans le sport olympique, ce qui distingue deux archers de haut niveau, il me semble, ce n'est pas leur puissance, mais plutôt leur précision, leur concentration, etc. Donc, moins d'efforts ne constitue pas forcément moins de sportivité. Ensuite, deux arguments se présentent, et on peut les analyser à travers les tech suits. Les tech suits, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des combinaisons de natation en polyuréthane, donc extrêmement hydrophobes, qui ont permis dans les années 2000 à des nageurs comme Michael Phelps de battre tous les records, puisqu'elles permettaient de glisser sous l'eau, moins de frottement toujours. La première raison évoquée par le CIO, donc les JO, pour interdire ces combinaisons, c'était l'inéquité qu'elles présentaient, en laquelle elles consistaient.
En fait, elles coûtaient extrêmement cher et donc tout le monde ne pouvait pas s'en fournir. Évidemment, le sport de haut niveau est par nature inégalitaire. Tout le monde ne peut pas, du fait des infrastructures, du fait du coût que représente l'entraînement, arriver au haut niveau avec les mêmes chances. Pourtant, ce n'est pas une raison pour mettre des barrières en plus, et les textures étaient des barrières. Si on revient aux Jeux paralympiques, les 2 lames d'Oscar Pistorius coûtent à elles deux 11 000 $. Ce n'est pas à la disposition de tout le monde de mettre 11 000 $, surtout dans les pays en développement. Donc, s'il y a technique, s'il y a technologie, il y a en même temps barrière à l'entrée et inéquité possible. Le deuxième argument présenté par le CIO, c'est celui d'un dopage technologique. Alors, le problème d'un dopage technologique, ici, ce n'est pas un problème sanitaire, comme dans d'autres cas de dopage. Ici, l'argument était que les performances étaient améliorées, non pas du fait d'une amélioration de l'effort, de l'apprentissage, des compétences. Non, l'amélioration était due à un artifice, à quelque chose de technique. Donc, pourquoi est-ce que ça poserait problème ? Ça pose problème parce que ça va à l'encontre de l'idéal naturel du sport, un idéal naturel qui se pose comme qui est très important dans le sport olympique et qui se base sur le mythe que représentent les Jeux olympiques antiques. Donc, en Grèce antique, les athlètes concouraient dans des stades avec de la terre battue, extrêmement peu de technique, et ils concouraient nus dans les gymnases. Alors aujourd'hui, les athlètes ne concourent plus nus, ils concourent avec des habits extrêmement réfléchis par des ingénieurs pour améliorer le confort et la performance. De même, les athlètes concourent dans des stades avec des revêtements très technologiques. Ils concourent aussi dans des gymnases éclairés artificiellement, etc. Donc, comprendre le sport comme naturel est aujourd'hui dépassé, et c'est un peu se voiler la face que de considérer que les JO aujourd'hui sont encore quelque chose de purement naturel. Donc, pendant que ce paradigme du sport naturel disparaissait, quelque chose d'autre est apparu qui m'a semblé intéressant, c'est que avec la pression de la performance, c'est le corps lui-même qui semble être devenu une machine. Je m'explique. Si on considère une machine comme un instrument technique, j'ai oublié ma définition, un système optimisé dans une logique d'efficacité, ici vers la performance, le corps est entraîné pour être optimisé dans une logique de performance. Donc en quelque sorte, il est une machine et on le retrouve avec, par exemple, la nutrition. S'alimenter pour un athlète de haut niveau et pour de plus en plus de gens n'est plus seulement le fait de se nourrir, le fait d'être en bonne santé, mais le fait de pouvoir s'améliorer, de progresser, d'être plus efficace, plus performant. Et c'est le cas pour tous les athlètes de haut niveau qui ont des nutritionnistes pour améliorer leur performance. En allant même plus loin, si on reprend la définition que Norbert Wiener donne d'un système cybernétique, donc un système qui se régule grâce à des boucles de rétroaction, le corps de l'athlète est compris comme un système cybernétique. Pour prendre un exemple, imaginons, on a un sprinter qui est filmé ou entraîné par un coach qui l'observe. Il va courir, en regardant sa performance ou en étant conseillé par son coach, il va modifier son mouvement, donc feedback. Il va recommencer, il va être analysé, il va remodifier son mouvement jusqu'à avoir un mouvement presque parfait, logique d'un système cybernétique. Alors, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose que les performances progressent. On peut même considérer que c'est une bonne chose dans une logique un peu transhumaniste, avec toutes les guillemets que cela pose. Le transhumanisme, c'est aussi certains milliardaires de la Silicon Valley qui financent les Enhanced Games. Les Enhanced Games, ce sont
des jeux aux États-Unis où on encourage la prise de produits dopants pour avoir des hommes améliorés. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Se nourrir mieux pour être plus performant, ce n'est pas forcément extrêmement grave en soi, mais il y a un problème qui reste, qui est celui de la pression à la performance. Robert Goldman, dans une étude très contestée, l'analysait dans les années 1980, où il avait interrogé un certain nombre d'athlètes de haut niveau en leur posant cette question: est-ce qu'ils seraient prêts à prendre une substance qui leur assurerait à coup sûr la victoire aux Jeux Olympiques, mais en échange, ils auraient une espérance de vie réduite à 5 ans. D'après l'étude de Robert Goldman, 51% des athlètes auraient répondu oui, j'aurais voulu prendre cette substance. Alors je dis très contesté parce que jamais les résultats obtenus par Robert Goldman ont pu être reproduits, mais il reste que cela montre que la pression la performance posée en valeur suprême induit une pression qui peut être dévastatrice pour l'homme. Donc, pour conclure, on pourrait dire que si les machines peuvent être une bonne chose pour réintégrer les personnes handicapées dans le sport de haut niveau, si elles peuvent nous permettre de nous améliorer, et ce qui n'est pas une chose mal en soi, il faut faire en sorte de ne pas nous réduire à elles pour peut-être enfin vivre. Merci de m'avoir écouté.